Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on verra également un trade que j'ai pris sur du swing, une position que je pense garder les prochaines heures, les prochains jours, on verra ça en détail, je vous expliquerai pourquoi je suis rentré en position. On fera une analyse également de l'order flow, on verra Chainlink et Solana qui performent bien, et on fera également une analyse du S&P et du Nasdaq. Alors, sur BTC, on est, comme je l'ai dit, on est venu chercher notre zone de prise de profit théorique, les 118, donc c'est pour ça qu'on a eu un rejet ici au niveau du marché. Pour le moment, qu'est-ce que je constate? On consolide après avoir une tendance haussière, donc on est globalement dans un range. Techniquement, vous me jouez de la continuation de tendance et chercher une nouvelle jambe haussière. Maintenant, on peut très bien retracer, hein. De toute façon, comme je dis, c'est que des probabilités, mais techniquement, je chercherais plus à être bullish que bearish là-dessus. Par contre, si on commence à break ce niveau-là, les 33 400, on pourra avoir un retracement et revenir chercher les 31 000 qui serait une bonne porte d'entrée également pour chercher des longues sur du swing. Voilà, sur le BTC là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, on est dans notre range, donc ceux qui veulent faire de la stratégie de range, c'est toujours classique. La borne haute, c'est une zone où on va chercher à short, et la borne basse, c'est une zone où on va globalement chercher à long. Alors, techniquement, quand on est dans une tendance haussière et qu'on range, vaut mieux plutôt chercher à long la borne basse et ne rien faire sur la borne haute, c'est beaucoup plus intéressant. D'un point de vue order flow, la dernière fois qu'on s'était laissé, on avait vu cette hausse sur l'open interest, avec un prix qui montait et un CVD qui montait. Je vous avais dit que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on avait des acheteurs qui poussaient. Par contre, si on ne breakait pas ce niveau-là, ça nous indiquait tout simplement comme quoi on pouvait liquider et retracer assez fortement. Je m'attendais à revenir chercher le bad range, hein, parce que tout ça c'est des longues qui s'ouvrent, ok, c'est des longues qui poussent, mais si on ne break pas, c'est des longues qui vont clôturer leur position, parce que il y en a, ils vont être certainement en profit sur le haut là, il y en a qui vont tout simplement avoir la tête sous l'eau et qui vont décider de sortir de leur position, mais si ça passe pas, on a un essoufflement des acheteurs et on a tendance à les liquider. Chose qu'on a fait, on voit ce mouvement à la baisse, il a été engendré surtout par la clôture de position longue. On voit ça avec une baisse sur l'open interest, avec une chute du CVD, enfin une baisse sur le CVD et un prix qui baisse. Donc voilà, on les a liquidés. On est revenu juste chercher le milieu de range. Je pense qu'on est revenu chercher notre poke, visiblement. Voilà, on est revenu chercher notre poke ici. C'est intéressant, ça nous montre quand même que, alors le poke c'est le pire endroit pour se positionner, hein. Si vous tradez un range, c'est vraiment le pire endroit parce que c'est là où c'est le prix juste, hein, d'accord, c'est le prix juste. On cherche à se positionner quand le marché est sous-évalué ou surévalué, mais là c'est clairement le pire endroit pour du trading de range. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est après cette hausse de l'open interest et ces longues qui ont été liquidées, en général quand on fait comme ça, on revient chercher le bad range, chose qu'on n'a pas fait. Ça nous montre quand même on a des acheteurs qui défendent bien ici. Au niveau du poke, au niveau des 34 000 dollars. Ouais. Après, les chiffres ronds psychologiques, ça joue un peu, mais voilà, on a une bataille globalement entre les 34 et les 35 000 sur du court terme. On a également une baisse du CVD, ça c'est intéressant. Le CVD qui est en baisse, on voit qu'on fait des creux de plus en plus bas, alors que sur le prix, on fait des creux de plus en plus haut. Ça nous indique tout simplement comme qu'on a des vendeurs agressifs qui poussent, mais qui sont absorbés par des acheteurs en limite. D'un point de vue hors de limite d'ailleurs, donc des ordres qui sont en attente d'être exécutés. Bon, on a toujours des gros niveaux sur les chiffres ronds psychologiques, hein. C'est du classique, hein, voilà, 35 000 dollars, 36 000 dollars, 37 000 dollars, etc. Et plus je monte, 38 000 dollars, tout ça, c'est des chiffres ronds psychologiques, donc on a des ordres qui sont en attente. Pareil, hein, si je vais vers le bas, 33 000 dollars, ici, 32 000 dollars. Donc, c'est des niveaux de support et de résistance. Pourquoi? C'est tout simplement des ordres qui sont en attente et qui peuvent faire office de support et de résistance. Maintenant, ici on a, sur du court terme, on a les 34 800, c'est pas spécialement un chiffre rond psychologique, on a un niveau qui est défendu, et bon, ici c'est un chiffre rond psychologique, et ici on a les 33 400, 33 500, qui sont également une bonne zone intermédiaire. Donc ça c'est des niveaux, simplement des gens qui mettent des ordres limites. Alors faut faire attention, parce que c'est des ordres qui peuvent disparaître comme ça, on peut en mettre, vous voyez, ils sont arrivés là d'un coup comme ça, ils sont arrivés rapidement ces ordres là, donc faut être quand même à l'affût parce que ça peut rapidement disparaître. Mais c'est des zones qui font office de support et de résistance. Voilà pour le BTC, rien d'autre à ajouter. Alors le trade que j'ai pris, qui est un trade de continuation de tendance, alors c'est vraiment de la mise faible avec un risque bien géré. Pourquoi? Parce que c'est un setup que j'utilisais il y a 2 ans à peu près à l'époque. C'est un setup très intéressant que je n'ai plus utilisé parce que je me suis orienté sur autre chose. Et du coup je le reteste. Alors il y a toujours en général votre setup vous le backtestez, d'accord, ça veut dire vous récoltez énormément de données. Pour les débutants je conseille pas spécialement de miser, donc ça veut dire de mettre de l'argent, parce que vaut mieux
Au début, vous allez vraiment galérer, donc vaut mieux récupérer pas mal de données sans risquer de votre capital. Par contre, si vous avez de l'expérience, mettez quand même une micro-mise, ça va vous faire participer au moins, et vous aurez le côté émotionnel. Le fait de backtester sans spécialement mettre de l'argent, il n'y a pas le côté psychologie, les émotions qui rentrent en jeu. Et il n'y a pas aussi l'aspect carnet d'ordre, entrée en position, tout ça. Donc voilà. Mais pourquoi? Alors c'est un ancien setup que j'ai utilisé il y a à peu près 2 ans. Je le rebackteste parce que ce qu'il faut savoir, c'est votre plan de trading, votre setup peut fonctionner une période et peut ne plus fonctionner pendant un autre moment. Voilà, c'est comme ça. Le marché évolue, ça, les setups changent. Il faut savoir s'adapter. Et vous pouvez avoir un setup qui marche 1 an, 2 ans, et après il ne fonctionne plus. Et comme je dis, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Et du coup, je vais peut-être refaire une séance de backtest sur la dernière année sur le BTC, voir ce que ça a donné. Et du coup là, je reprends des positions. On va voir ce que ça donne. Comme j'ai dit, micro-mise. Alors c'est un setup de continuation de tendance où, alors, en général, je prends 2 unités de temps, le daily et le 4 heures, où je peux faire le 4 heures et le 1 heure, ou le 1 heure et le 15 minutes, mais 2 unités de temps, ok? Alors, je vais pas prendre le monthly, le 1 minute, ça n'a aucun intérêt, parce que de toute façon, vous allez comprendre. Le but, c'est d'avoir une tendance haussière avec un gros breakout et un momentum assez fort, chose qu'on a ici, hein. On a notre cassure, on a une bonne tendance haussière, momentum assez fort. Alors, des cassures, c'est pas spécialement un gros niveau comme les 32 000 $. Là, déjà, on a une grosse cassure sur ce niveau-là, d'accord? Ça, c'est des cassures assez intéressantes, même ici, sur du plus court terme, là on a une cassure, ok. Au moment où on casse, ici, pour jouer la continuation, par exemple cette jambe de hausse, j'aurais très bien pu la jouer sûrement avec ce setup là. Donc voilà, daily, fort momentum, tendance haussière. 4 heures. Ce qu'on veut, c'est une phase de range où le marché consolide, mais on n'a pas un gros retracement. On prend le dernier mouvement, donc ici si je trace un Fibo, on prend le tout dernier mouvement. Et ce qu'on veut, c'est un très faible retracement. Au-dessus des 0,382. Si on revient chercher les 0,118, on est plus spécialement dans un range, on est sur un plus gros retracement. Ce qui nous indique, c'est si on a un très faible retracement comme ça, c'est-à-dire que les acheteurs, ils maintiennent, ils sont présents, d'accord? Ils veulent pas qu'on retrace, ils bloquent les prix, d'accord? Et l'idéal, c'est de se dire, ok, le marché est fractal, donc si on a une cassure à la hausse de notre range, la prochaine hausse, le TP, notre take profit, ça sera l'équivalent du précédent mouvement haussier. Un peu comme on a fait ici. Si je prends cette target, donc ça s'appelle une target AB est égale à CD, on prend le premier mouvement et on reporte au niveau du point le plus bas sur une zone de prise de profit théorique. Comme je mets les extensions de Fibonacci, sauf que là on prend le dernier mouvement, comme ça on fait tout simplement de manière fractale. Par exemple, si je prends ce mouvement-là, AB, ok, creux le plus bas avec ce sommet-là, et je reporte ici. Voilà, c'est une zone de prise de profit. Ça sera encore plus visible ici. Si je prends le creux ici, le sommet ici, d'accord? Je prends pas la mèche ici, mais on peut, mais je la prends pas. Je rapporte sur le dernier creux ici, le creux le plus bas, il est même là le creux le plus bas, hop. Voilà, et là, prise de profit théorique, on voit que c'est une zone qui fait office de résistance. Alors des fois on va la casser, des fois, mais l'idéal c'est de se dire, ok, le marché est fractal, donc si on casse, on a de grandes chances d'aller chercher ce niveau-là. Donc ce que je veux, c'est un faible retracement, une phase de latéralisation où le marché va rentrer dans un range, et je veux au moins 2 voire 3 creux à peu près au même niveau, enfin au même niveau. Je veux des creux qui sont maintenus, d'accord, je veux pas quelque chose comme ça, sinon je suis plus dans un range, donc je veux globalement des creux des sommets de plus en plus haut, voilà, on peut dire ça comme ça, des creux et des sommets de plus en plus haut, chose que j'ai ici, j'ai des creux et des sommets de plus en plus haut, ok, donc on peut voir une sorte de compression, ok, précédée par une tendance haussière, techniquement plus de chances de casser à la hausse. Et le but c'est idéalement de se positionner sur une structure en W, si on l'a, comme ça, on a des chances de se positionner sur un niveau de support, chose que j'ai fait ici, hein, vu que je me suis positionné, j'ai attendu la cassure, le pullback, et on voit que cette zone c'est un niveau de support. Alors attention, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un bon risk-reward. Un risk-reward de 3 pour 1, 4 pour 1, voire plus idéalement, mais minimum 3 pour 1. Pourquoi? Parce que à l'époque c'était comme ça que ça fonctionnait, on va voir que ça fonctionne toujours, mais enfin sur un trade je peux pas savoir si ça fonctionne toujours, mais sur une grosse quantité de trades je verrai bien. C'est un setup qui n'avait pas un taux de win rate élevé, on était sur du 30-35%, ok, des fois 40, mais 35% à peu près, 30-35. Par contre, ce qui compensait ce taux de win rate qui était assez faible, 30%, c'est globalement, vous gagnez 3 trades sur 10, donc c'est pas énorme, c'est compensé par une bonne gestion du risque avec un bon risk reward, d'accord. Donc avoir, dites-vous, pour un setup de 3 pour 1, si vous faites du 25% de win rate sans compter les frais, etc., vous êtes à break-even, c'est-à-dire que vous avez rien gagné, rien perdu. Donc voilà, sur risk reward de 3 pour 1, sur 100 trades, vous en avez 25 de gagnants, vous avez rien gagné, rien perdu, sans compter les frais.
Donc ça veut dire que si vous avez du 30-35% de réussite, avec du 3 pour 1, vous êtes rentable. Mais voilà, ce setup là il tournait à 30%, 35% de réussite, donc fallait aller chercher du 3-4 pour 1 minimum de risk reward, chose que j'ai ici. C'est-à-dire que si j'étais rentré, admettons ici, j'ai du 1 pour 1,8 pour 1 ou du 2 pour 1, c'est pas possible. Donc c'est pour ça c'est important d'avoir cette faible consolidation qui nous montre comme quoi on a des acheteurs qui maintiennent des creux de plus en plus haut et une phase, un niveau où quand on rentre, on sait globalement que on a un très bon risk reward. Voilà. Et si j'ai un risk reward en général supérieur à 4, voire supérieur à 3,5, j'ai des prises de profit partielles et des déplacements de stop loss. C'est-à-dire que déjà, si on commence à break ce niveau-là avec une bonne clôture, mon stop loss, je le mets à break-even. Et j'aurai une prise de profit partielle sur la montée. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est un setup, comme dit, marché à l'ancienne. Est-ce qu'il va marcher là? J'en ai aucune idée. C'est de la micro-mise dans tous les cas. Enfin, de la micro-mise, c'est de la faible mise. Parce que toujours miser. Quand vous commencez, backtester quand même, sans spécialement miser. Mais après, quand vous avez de l'expérience, il vaut mieux quand même miser, même si vous perdez un peu votre capital si le setup ne marche pas. Au moins, vous avez l'aspect émotion quand même qui rentre en jeu et ça vous fait gagner quand même en expérience et vous testez vraiment dans les meilleures conditions votre stratégie. Donc voilà, on verra si ça donne, ce que ça donne. Ça nous donne une target sur les 39 000 $. Alors oui, des fois quand on rentre sur ce genre de setup, on peut se dire putain, ça donne des targets vraiment élevés parce que là le BTC, il faudrait qu'il fasse encore un 15%, mais c'est comme ça, c'est le setup et si on vient de chercher mon stop loss, et ben on viendra le valider, hein. C'est en dessous de cette mèche là, ça se trouve on viendra, j'en ai aucune idée. Il y a le FOMC en plus cette semaine, donc je verrai en fonction de comment le marché évolue si soit je sors de position ou je verrai comment je fonctionne, parce que j'aime pas avoir des trades ouverts quand on a des grosses périodes de volatilité. Voilà pour ce trade là. Je voulais voir également, alors pourquoi je voulais voir Solana et Chainlink, parce que c'est quelque chose que je vous dis très souvent, concentrez-vous sur les altcoins qui sont fortes. Et on voit, c'est quel altcoin qui se démarque le plus, là, sur les derniers jours, c'est Solana, et c'est globalement Chainlink. Bon, Chainlink un peu moins, il s'est fait ravaler dans la journée, mais il avait fait une bonne journée, mais Solana, c'est vraiment l'exemple parfait. Solana performe très bien, c'est actuellement l'altcoin la plus forte. Donc, pour de la continuation de tendance sur de l'intraday, je parle pas sur du long terme, mais là sur de l'intraday, vaut mieux se concentrer sur ce genre d'altcoin. Donc, je chercherais plutôt à long un Solana, qui est dans une bonne dynamique, les creux sont de plus en plus hauts, que un Ether qui est dans un range. Voilà. Ether est plus faible, on le voit avec ETH-BTC, on le voit dans tout. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais vous rappeler. Si vous cherchez à faire de la continuation de tendance sur des altcoins ou autres, faites-le sur les altcoins qui surperforment le BTC, qui sont fortes. Donc Solana, on a Chainlink, Chainlink qui galère un peu plus, mais Solana c'était le bon exemple. Atom qui s'est un peu réveillé hier mais qui retrace. XRP qui fait une bonne journée là visiblement, mais voilà, ça c'est des altcoins qui sont assez fortes et vaut mieux les accompagner dans leur tendance. S&P, Nasdaq, oui, on réagit pour le moment assez bien sur des niveaux de support. Alors est-ce que c'est le moment de acheter to the moon? On n'est pas dans une zone pour vendre, c'est trop tard. Soit on attend un retracement et qu'on revient chercher des niveaux intéressants. Donc, par exemple, cette zone de rechargement de short qui est en confluence avec notre ligne de coup de cette structure en M, qui est une bonne zone. Ok, si on y va chercher des shorts là, oui, c'est intéressant. Maintenant, on est dans une zone où quelqu'un qui fait de la contre-tendance, c'est là où il se positionne. Il se positionne sur un gros niveau de support comme ça, dans une tendance baissière où il dit ok, je cherche à long ici pour éventuellement prendre des profits ici. Voilà, on pourra avoir un rebond sur ce niveau-là, qui serait une bonne zone de prise de profit. 0,382, 0,382, zone de résistance, voilà. Pour de la contre-tendance, c'est donc chercher à short, non, on attend un retracement. Chercher à prendre des profits si on a short toute cette hausse, oui. Chercher à long, oui, mais avec des pincettes, on est à contre-tendance. Donc je dirais plutôt méfiance, ok. Et que ça soit sur le S&P ou le Nasdaq, globalement c'est pareil, sauf que lui, le Nasdaq, je suis moins fan vu qu'il n'est pas sur une zone de support. Donc voilà, il vient de break. Voilà, beaucoup plus compliqué. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Ouais, j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Demain, vidéo très intéressante qui sortira, vous verrez tout simplement. Ça peut en intéresser plus d'un. Vous verrez tout ça demain. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain du coup pour une prochaine vidéo. Bye bye.